Merci. Donc pour la deuxième et dernière conférence plénière de ce congrès qui est consacré au vieillissement des pathologies psychiatriques, j'ai le grand plaisir de présenter pour les rares qui ne le connaîtraient pas, le professeur Claude Jandel, qui est professeur de gériatrie, médecine interne à la faculté de médecine de Montpellier, qui exerce et qui a exercé de très hautes fonctions au niveau national, qui est actuellement président du conseil scientifique de la CNSA, qui dirige l'école gérontologique de la faculté de médecine de Montpellier et bien d'autres missions et qu'il présentera au fur et à mesure, et qui nous fait le plaisir, l'amitié et l'honneur de présenter cette conférence sur un titre. Le titre résume beaucoup de choses, et sur les enjeux politiques de santé publique du grand âge à destination des adultes avec troubles psychiatriques et handicap mental et psychique. Donc je lui cède avec grand plaisir la parole pour environ 45 minutes, de manière à ce que nous ayons une dizaine de minutes pour interagir avec vous tous. Professeur Jandel, avec plaisir. Merci beaucoup de me recevoir. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous. Alors, je vais vous demander de m'autoriser à enlever ma veste. Est-ce que c'est possible? On s'arrêtera là. Je vois des déceptions s'exprimer sur les visages, mais... Alors, un grand merci déjà, et Stéphanie nous a rejoints. J'ai répondu à sa demande un peu au débeauté, ce qui explique d'ailleurs que je n'aurai pas de présentation, et je vais donc conclure mon exposé. Non, je vais quand même dire quelques mots, mais je n'aurai pas de présentation en support, donc ne prenez pas de notes, et vous n'aurez pas les diaporamas. Alors, je ne peux pas énoncer quelques considérations générales sans rendre hommage à Jean-Marie Léger, puisqu'on m'a demandé de faire une conférence un peu historique aussi sur et la vision qu'on doit avoir de la discipline, des disciplines que vous portez quotidiennement. Jean-Marie Léger, que tout le monde connaît, je pense, qui est à l'origine d'ailleurs de la société qui vous réunit aujourd'hui. Il faut monter en 85, 1900, il y a plus de 30 ans, quand il a lancé le courant de pensée sur ce qu'on appelle la psychogériatrie. On pourrait discuter des mots, mais c'est bien à lui que revient cette initiative. Je citerai également un nom que peu connaissent parmi vous, peut-être Elisabeth, si elle est là. C'est Louis Ploton. Louis Ploton, qui est un Lyonnais, que j'ai eu la chance de connaître. Alors moi, je commençais la gériatrie en 85, vous voyez, donc... le temps passe. Je m'initiais à la gériatrie et Louis Ploton faisait partie de ceux qui, dans le cadre des réunions de la Société gérontologique de l'Est, intervenaient fréquemment et nous initiait un peu à sa vision avant de rédiger un de ses ouvrages qui, je crois, s'intitulait « Comment comprendre les vieux ». Bon. Il avait tout dit dans un seul titre. Alors, ces visionnaires, et je pourrais citer aussi le docteur Aspe, pour ceux qui sont plus crus, Alain Aspe, que j'ai eu le plaisir de rencontrer quand j'ai pris mes fonctions dans cette faculté en 99, et qui était un psychogériatre totalement méconnu, enfin du monde de la psychogériatrie, mais très connu en local, puisqu'il avait été un des premiers à s'être intéressé comme psychiatre à la gérontopsychiatrie en exerçant à la clinique Montarnot, que certains d'entre vous connaissent certainement, et qui est une des premières cliniques, d'ailleurs au passage, qui donc s'est inscrite dans la gérontopsychiatrie, et ça depuis presque 30 ans. Des visionnaires. Alors des visionnaires, mais sommes-nous visibles? C'est ça la question de fond qu'on doit se poser. Est-ce qu'on est visible? Je tiendrai ce propos, je pourrais le tenir pour d'autres sujets, mais s'agissant du sujet qui nous réunit, on est probablement dans une certaine invisibilité, illisibilité, et je vais essayer de vous en convaincre, pour ceux qui en doutent encore.
effectivement, le tableau que je vais vous dépeindre est peut-être un peu pessimiste. Mais je suis rassuré puisque, étant entouré de psychiatres, ils vont faire en sorte que je surmonte au mieux mon handicap et ma dépression, n'est-ce pas? Effectivement, on peut dire que l'histoire et les métiers que vous exercez auprès des personnes, surtout, je vais surtout insister sur les personnes auprès desquelles on intervient tous, eh bien, cette illisibilité, elle tient à plusieurs explications, je pense, c'est un point de vue personnel. La première, est peut-être celle qu'on n'a pas assez investiguée, c'est la question des définitions. Alors vous savez, quand on ne sait pas, quand on a une ignorance dans un domaine, on va rechercher la définition dans le dictionnaire, n'est-ce pas? Certains ont manqué de ce réflexe au moment de la crise sanitaire, quand on voyait sur les plateaux télé un grand nombre de sachants qui donnaient l'impression de savoir ce qu'ils ne savaient pas. Ce qu'on appelle l'ultra-crépidarianisme, c'est un mal errant, sournois, qui atteint d'ailleurs la société dans d'autres domaines, qui doit nous inquiéter. Parce que le jour où la société s'éloigne des savoirs et ne donne plus la valeur savoir à ceux qui savent, on peut s'inquiéter. Bon, ceci étant, ce n'était pas le sujet de mon propos, mais simplement pour dire qu'on a une définition de ce qu'on fait. Et c'est valable cela pour un certain nombre de disciplines dans le soin. Il en fut ainsi de la gériatrie qui finalement a dû attendre 2004, l'année suivant la canicule, pour être reconnue comme une spécialité, alors qu'il y avait déjà des gériatres, et j'en faisais partie. La psychiatrie, une histoire plus ancienne. La pédiatrie également. Je rajoute une quatrième spécialité qui est la médecine physique et la réadaptation. Ces quatre spécialités ayant comme point commun les deux premières s'intéressaient à des populations différenciées par l'âge et les deux autres sous des angles différents. La médecine physique, c'est la fonction, et la santé mentale, la psychiatrie, c'est au psyché. C'est encore une autre entrée, une autre clé. Et vous voyez, je n'ai pas parlé du handicap pour l'instant. Le terme n'a pas été cité. Donc ça montre que notre difficulté aujourd'hui, le titre que vous m'avez demandé de traiter, c'est enjeux politiques dans les troubles psychiatriques et handicap mental et psychique. Alors on donnerait cette dissertation à des étudiants, ils auraient beaucoup de mal à définir ce qu'il y a derrière les mots. Parce qu'il y a des « et », mental et psychique. Donc ça veut dire que c'est pas pareil. Je ne t'avais pas rencontré encore par la vision. Et donc, il y a un problème de définition. Il y a un problème de définition, et vous savez qu'en médecine, alors ça vaut pour notre santé médicale, nous sommes structurés, nous avons été formés par la nosologie, la nosographie, c'est-à-dire les maladies. Noso, c'est les maladies. Donc on a appris les maladies. On a appris pas toujours les conséquences des maladies. Alors, quand c'est des maladies aiguës, ça va, il n'y a pas de conséquences à long terme. Quand c'est du chronique, là déjà, on voit qu'on n'a pas appris ce qu'on aurait dû apprendre. Et aujourd'hui, on est confronté avec la transition épidémiologique à la problématique des maladies chroniques, incapacitantes. Et là, la formation n'a pas forcément été adaptée à l'époque, en tout cas. La nosologie, la nosographie, donc les maladies, ça part de qu'on pourrait dire les déficiences au sens de l'OMS et de Wood, mais ça ne va pas jusqu'à l'incapacité, sauf si on est gériatre, parce qu'on s'intéresse aux incapacités, et ça va encore moins sur le handicap, le désavantage, qui est l'étape suivante. Alors, selon le champ dans lequel on se situe, et nos organisations, l'offre, les réponses ont été construites, et là il faut monter les années 75 quasiment, sur des modèles qui aujourd'hui ne sont plus adaptés. Et ce qui me fait dire qu'ils ne sont plus adaptés, et la raison pour laquelle ils ne le sont plus, c'est tout simplement ce qui a bougé, ce sont les personnes, c'est-à-dire les personnes qui consomment l'offre. Autant ce modèle qui sert le médico-social, le social,
avait du sens dans les années 80 jusqu'à il y a quelques années, autant cette segmentation santé mentale, gériatrie, quand elle a existé, les autres spécialités avaient du sens éventuellement jusqu'à il y a encore quelques années, mais ce modèle d'organisation qui est plus basé sur un modèle hippocratique qu'un modèle fonctionnel, et encore moins qu'un modèle de la complexité, puisqu'on ne gère que de la complexité, là, nous on est des professionnels de la complexité, eh bien, n'est plus adapté, au point qu'il n'est pas lisible. C'est-à-dire que ce qu'on défend, le plaidoyer, c'est nous qui portons la cause des personnes qu'on soigne, parce que les pauvres ne peuvent pas se manifester, ou très peu en tout cas. Eh bien, ce plaidoyer, c'est nous qui le portons, mais on le porte avec ce handicap des mots, c'est-à-dire de quoi on parle. Parce que selon que vous allez dans une réunion, ça vous est arrivé, du handicap, vous allez rencontrer des spécialistes du handicap. Alors, ça n'existe pas, les spécialistes du handicap. Je rappelle que dans les 44 spécialités, ce qui est énorme, hein, médicales en France, 45 avec la médecine générale, le handicap n'est pas une spécialité au sens du CNU, enfin des spécialités médicales. Le handicap, c'est la conséquence d'une incapacité, elle-même la conséquence d'une déficience. Et donc, on a ce problème déjà de rattacher le handicap à sa cause, quand on peut l'identifier. Le monde du handicap, et vous en êtes certainement, vous l'avez côtoyé certainement, a une autre approche que la nôtre, par exemple, qui est plutôt de partir de la conséquence que de la cause, ou des causes, soit parce qu'on ne connaît pas les causes, hein, déficience intellectuelle, bon, soit parce qu'on n'a pas cette structure de la pensée par la nosographie. Alors ça, c'est un handicap quand même considérable, parce que pour aller plaider auprès des pouvoirs publics ce qu'on veut défendre, on y va en ordre dispersé déjà. Tout le monde dit les bonnes choses, tout le monde veut tirer dans le même sens, mais 1 + 1 = 2, et non pas 3, alors que ça devrait faire 4, quoi. Autrement dit, on n'est pas dans la synergie, on est encore moins dans la capitalisation sur la transmission finalement des plaidoyers. Et ça explique, je pense, en grande partie, la situation dans laquelle aujourd'hui les disciplines comme celles que... Enfin, les disciplines, le terme n'est même pas approprié, puisqu'il n'y a pas une discipline pour l'instant de psychogériatrie ou de gérontopsychiatrie, mais disons que les professionnels qui interviennent dans les structures et auprès des personnes qui sont définies par ce champ de la complexité et qui intègrent les troubles psychiatriques de santé mentale, eh bien, ça paraît plus difficile finalement à convaincre que, par exemple, convaincre les pouvoirs publics de l'importance d'un traitement dans telle ou telle pathologie qui est beaucoup plus lisible. Alors, le terme de trouble est flou. C'est un jeu de mots, hein. Le terme de trouble est flou. Je ne vous demanderai pas de le répéter. Mais le terme de trouble est flou. Il est flou pour nous. Qu'est-ce que c'est qu'un trouble, en fait? Trouble, c'est pas clair. Si c'est trouble. Est-ce que c'est opaque? Je ne dirais pas jusque-là, mais ce n'est pas clair. Donc, on utilise ce terme, nous, trouble, parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas tout, en plus. Peut-être parce qu'on ne sait pas. On utilise ce terme, mais il est vu par ceux qui nous écoutent, il peut paraître surprenant. Trouble. Trouble psychiatrique, trouble du comportement. Moi, je pense, alors, parce que je ne vais pas développer tout ce point-là, il mériterait du temps. Je pense que si on veut rendre plus visible ce qu'on fait, d'abord, il faut rapprocher ces 3 mondes que sont le monde du handicap, et Dieu sait qu'il est vaste, très vaste, le monde de la santé mentale et le monde des spécialistes du vieillissement, de la gériatrie, si je puis dire, pour qu'ils écrivent la feuille, quoi. Qu'ils écrivent la feuille. Ce qu'on n'a pas forcément fait, puisque s'il y a des rapprochements psychiatrie, gériatrie, on en est le témoin, puisqu'on a lancé notamment les diplômes interuniversitaires, où est le handicap? Le monde du handicap n'est pas parmi nous pour l'instant. Enfin, il est dans la salle certainement, mais il ne s'est pas encore rapproché de manière significative, en tout cas de la gériatrie ou de la psychiatrie. C'est en cours, mais ce n'est pas encore du tout
On est loin du but. Alors, effectivement, moi je pense qu'il faut redéfinir ce qu'on fait, et on peut le faire soit en décrivant ce qu'on fait tous les jours, les tâches qu'on accomplit, ça c'est les référentiels métiers, ou alors, parce que ça peut être les deux, je pense qu'il faut s'éloigner d'une approche nosographique pour aller vers une approche syndromique, parce qu'en fait on ne traite que des syndromes. Alors, je ne vais pas vous développer ce point, mais je pourrais l'argumenter fortement. On ne traite que des problèmes syndromiques, qui sont par définition finalement l'expression plurielle de manifestations qui empruntent au psyché, au soma, et qui relèvent d'explications plurielles. C'est l'approche syndromique. Alors moi je suis interniste de formation, donc ça explique peut-être que je plaide pour l'approche syndromique. On est beaucoup dans les syndromes, mais la gériatrie, c'est son pain quotidien, la santé mentale certainement. Il faut redéfinir finalement les situations à partir des syndromes. C'est un gros travail. Ce n'est pas la classification internationale des maladies, ce n'est pas la DSM. Les DSM, je pense qu'ils ne répondent pas non plus tout à fait à ça. C'est autre chose. Alors, la question de la visibilité donc, de ce qu'on fait se pose donc, 40 ans plus tard. 40 ans, c'était au moment où, en particulier, Jean-Marie Léger lançait le débat en France. Alors, on pourrait s'interroger, mais comment notre système arrive à être résilient malgré tout? Parce que ça tient à peu près encore. Alors cette notion de résilience qui nous est chère à tous, eh bien effectivement, le système tient, mais on a quand même l'impression qu'il ne va pas tenir très longtemps. Ça vaut pour ce dont on parle aujourd'hui, mais pas que, pour l'ensemble du système de santé, et j'y intègre le social et le médico-social. Et la crise sanitaire Covid a montré d'ailleurs en quoi ce système résilient était prêt à lâcher prise très rapidement lors de la prochaine crise dont je ne vous dirai pas quand est-ce qu'elle aura lieu parce que je ne le sais pas. À moins que vous le sachiez, vous, je ne sais pas. Non. Mais elle peut arriver demain. Alors, je pense qu'il faut que nos organisations, en fait, ce qui va peut-être nous donner un poids, c'est tout ce qui commence par transe. Transe, alors l'état de transe, l'exaltation. Les psychiatres connaissent bien ce terme. Alors, transformation de l'offre, elle est indispensable. Aujourd'hui, on a fait de la contorsion, c'est-à-dire que ce ne sont pas les personnes qui alimentent finalement nos services qui finalement ont les bonnes réponses, c'est pas le système qui s'est adapté à eux, c'est l'inverse. Et alors on a fait fonctionner le système D, c'est-à-dire on a fait des mesurettes, dont certaines, bon, finalement, peuvent donner satisfaction, mais clairement ce n'est pas suffisant au regard des transitions, donc tout ce qui commence par trans, transition démographique et surtout épidémiologique. Donc ça, je ne vais pas développer, j'ai vu votre programme, il était extrêmement riche, mais cette transition épidémiologique, c'est-à-dire l'influence des maladies chroniques, notamment touchant le système nerveux central, hein, donc tout le champ des maladies neuroévolutives, mais aussi tout le champ des maladies de la santé mentale et leur vieillissement propre, et pas que les troubles du neurodéveloppement, hein, pas que ça. Donc tout le champ du handicap vieillissant, hein, qu'il s'agisse des cérébrolésions, de tous les handicaps, hein, subissent, et ce n'est pas un terme finalement à voir négativement, subissent l'effet du temps, au sens où on a une population qui vieillit dans toutes les structures d'ailleurs du handicap, qu'il s'agisse des MAS, des femmes, des EAM, des SAMSA, enfin toutes les structures que le handicap porte, et il a de l'avance, hein, ils ont des structures et ils ont des moyens, eh bien on voit que dans ces structures on arrive un peu au bout du bout. Quand on voit que la proportion des plus de 60 ans en masse commence à dépasser 15-20%, on voit que c'est limite. Pourquoi ? Parce que cette transition épidémiologique s'accompagne inéluctablement d'une augmentation des morbidités associées. Donc ces personnes qui sont atteintes d'un handicap
rattachés ou non à une déficience intellectuelle ou autre, vont forcément voir apparaître, comme tout à chacun, un risque accru de développer des morbidités somatiques dans tous les domaines, qu'il s'agisse de la cardiologie, de la néphrologie, enfin je ne vais pas développer, ce sont finalement ces patients polypathologiques que vous connaissez très bien. Et donc nos structures ne sont pas adaptées à ces nouveaux enjeux, ça c'est évident, elles doivent s'adapter. Or à ce jour, voilà ce qu'on a fait. Donc j'ai listé rapidement, si vous voulez, ce qu'on a fait depuis pas 1985, ça serait un peu loin. J'ai commencé en 2005. En 2005, pourquoi? Parce qu'il y a la grande loi du président Chirac, plan handicap. Ça a été vraiment une loi très très structurante pour le secteur du handicap, puisqu'elle a fait sortir le champ du handicap de son invisibilité, et surtout, elle a créé la CNH, Conférence nationale du handicap, qui se réunit tous les 3 ans, sous l'égide du président de la République. La dernière a eu lieu il n'y a pas longtemps. Et quelle vocation elle a, cette Conférence nationale du handicap? Elle a pour vocation de définir, faire un bilan des 3 ans d'avant, et de définir les nouvelles orientations et les financements devant être attachés aux orientations. Ça explique en grande partie que le champ du handicap est un peu moins en situation de difficulté que le champ des personnes âgées au sens dépendance, parce que cette loi a clairement fait bouger les lignes sous l'impulsion des familles, pas des personnes en situation de handicap, certains, et surtout des parents des personnes en situation de handicap. Moi, je n'ai jamais soigné les parents de mes patients. Je ne les ai jamais vus. Donc, mes patients âgés ne sont pas représentés. Ça explique en partie les raisons pour lesquelles, finalement, on n'a pas l'équivalent dans le champ de la dépendance. Les personnes âgées dépendantes ne sont pas identifiées, n'ont pas place qu'elles devraient avoir. Elles sont plus ou moins représentées par certaines associations, mais ce n'est pas à la même hauteur que le handicap. 2005. Alors, je vais aller assez vite pour pas... Le temps passe trop vite. 2007, nous, en gériatrie, on a un élément qui est important, c'est la création par la circulaire 2007 des filières gériatriques. Alors, ça a structuré le segment de la filière, et notamment la création des équipes mobiles de gériatrie. À l'époque, on ne parle pas encore trop de la psychiatrie, mais certaines équipes mobiles de gériatrie prennent l'initiative, c'était le cas ici, de s'enrichir de compétences en psychiatrie et finalement que ces équipes mobiles de gériatrie soient ouvertes à la gérontopsychiatrie. C'est tout le travail qui a été accompli par un certain nombre de pionniers qui ont lancé ce courant et qui fonctionne très bien dans les EHPAD. Et pendant la crise sanitaire, on en a pu voir l'intérêt. 2008-2012, premier plan Alzheimer. Bon, je pense qu'un certain nombre étaient impliqués. Création des UCC, UHR, PASA. Bon, là, on est dans le champ plutôt des maladies neuroévolutives. On n'est pas dans le champ de la santé mentale au sens des maladies psychiatriques acquises à l'âge adulte. Mais ces structures, on les définit par des cahiers des charges, UCC, UHR, PASA. Malheureusement, et ça a été traduit dans le rapport de l'IGAS, le dernier rapport sur les maladies neurodégénératives de l'IGAS. Je l'ai rappelé dans un rapport que j'ai remis en 2021 sur les EHPAD. Quand on regarde la cartographie de l'offre, elle est extrêmement inhomogène et notoirement insuffisante. On n'a pas du tout atteint les objectifs. En termes de déploiement des UCC, qui sont des structures indispensables, mais qui sont insuffisamment nombreuses. Donc on sait ce qu'il faut faire, mais c'est un peu comme la discussion actuelle sur les soins palliatifs. La loi Leonetti, qui est une très bonne loi, comme on n'a pas mis les moyens en face, on dit ça ne va pas. Mettons les moyens. Les UCC, c'est très bien, il faut mettre les moyens. Les UHR, bien, il faut mettre les moyens. Bon, il y a des choses à adapter. Les PASA, c'est très bien, il faut les généraliser. En EHPAD, il n'y a pas d'UCC, il y a des PASA, il n'y a pas d'UHR. Mais il y a des unités protégées ou des unités de vie Alzheimer, UVA.
sans cahier des charges. C'est-à-dire que quand je vous dis que le système s'est adapté au fur et à mesure, c'est le système D, on a créé des unités protégées parce qu'on avait des résidents qui présentaient des troubles de comportement productif qui n'étaient plus compatibles avec leur maintien dans la structure. On a créé des unités protégées, vous ne trouverez pas de cahier des charges. Pourtant, on y accueille les mêmes qu'en UHR, sans les moyens. Donc il y a beaucoup d'UHR qui ne disent pas leur nom. C'est des unités protégées sans les moyens. Bravo. Donc il faut revoir complètement et définir un cahier des charges national des unités protégées en EHPAD et y mettre les moyens. Alors les différents plans Alzheimer se sont succédés. 2009, j'avais participé avec Vincent Camus, qui est peut-être là, à la mission Édouard Couty sur la santé mentale. On avait insisté avec lui en 2009, la nécessité de créer des unités de gérontopsychiatrie, unités aiguës de gérontopsychiatrie. Bon, ça n'a pas vraiment été entendu, ça ne s'est pas développé à la hauteur des besoins. 2011, on remet le deuxième livre blanc de la gériatrie. Pourquoi j'en parle? Parce qu'on a défini nos référentiels métiers, et dans les référentiels métiers, on a défini celui de psychogériatre. Ça a au moins le mérite d'exister. Un peu plus tard, on a fait évoluer les maquettes des formations avec les DES d'une formation idoine pour la gérontopsychiatrie. Tout ça, c'est plutôt positif. Trois mondes qui finalement s'observent, se regardent par la force finalement des malades, mais qui est toujours en décalage, en asynchronisme avec la réalité. Donc on voit qu'il y a ce creusement, cet asynchronisme, ce hiatus entre l'offre qui devrait répondre à des besoins, le bon patient au bon endroit, dans la bonne structure, par les bons professionnels, cet aphorisme-là s'appliquera de moins en moins. Au regard de l'augmentation de la population qui va être demandeuse, la transition donc démographique, et en regard de structures qui n'évoluent pas. Alors, on fait du système D, par exemple en EHPAD, on crée des UPHV. Alors ça, c'est à la mode. Des unités pour personnes en situation de handicap vieillissant. Est-ce que, quand on a créé les EHPAD en 1999, on avait vocation à accueillir dans ces structures des personnes en situation de handicap vieillissant? La réponse est non. Ils ont 20 ans de moins, ils n'ont pas le même niveau de dépendance, ils ont une déficience mentale pour un grand nombre, ils sont handicapés et ils vont rester plus longtemps. En plus, les instruments pathos GIR ne sont pas du tout faits pour tarifer. Donc, ce n'est pas la bonne réponse. Pour autant, par défaut, et par défaut notamment de créer finalement des structures adaptées, eh bien, on a dans les appels à projets actuels des ARS la création du PHV. Donc, si vous voulez créer une UPHV dans un EHPAD, c'est le moment. Allez-y. Est-ce que c'est la bonne réponse? Question. Probablement pas, mais on va le faire quand même. De la même façon, il y a eu en 2024 pour le handicap ce qu'on appelle les communautés 360 degrés. Ça ne veut pas dire qu'on fait du surplace. En 2024-2030, le plan 50 000 solutions. Alors quand on ne sait pas, on lance comme ça des chiffres. Pourquoi 50 000 ? Je ne sais pas. Mais voilà, ça donne envie de proposer des solutions. Donc celui qui arrive à la 50 000 solutions aura droit à un bon point. 50 000 solutions, c'est dans tous les programmes d'appel à projets actuels des ARS pour lancer des projets dans le handicap. Handicap, pas santé mentale, pas gériatrie. Alors, vous voyez, on rentre par des portes différentes, alors qu'on parle de la même chose. Alors, en 2022, la feuille de route santé mentale et psychiatrie, issue du comité stratégique santé mentale et psychiatrie, Olivier Véran, ministre à l'époque, crée, c'est une instruction des GOS à laquelle on a participé, les équipes mobiles de psychiatrie en EHPAD. Donc ce n'est pas les équipes mobiles de gériatrie, ce n'est pas les mêmes que tout à l'heure, c'est les équipes mobiles de psychiatrie du sujet âgé en EHPAD.
bonne idée, on en a besoin des psychiatres, mais est-ce que c'était la bonne solution? Puisqu'il y avait déjà des équipes mobiles de gériatrie, dont certaines déjà étaient de gérontopsychiatrie. Donc, moi, j'ai plaidé pour un modèle holistique, c'est-à-dire on met toutes les compétences dans la même entité et pas des équipes mobiles qui vont se croiser en se disant tu as vu ce patient, oui je l'ai vu, ben, moi je m'en vais, toi tu arrives, on en parlera demain. Donc ça c'est pas comme ça que ça marche. Il vaut mieux se voir ensemble. Voilà, donc allons plutôt vers des modèles intégrés, des réponses. Les équipes mobiles de gériatrie, alors on les appelle gériatrie, mais dès lors qu'il y a de la compétence à l'intérieur, c'est parfait. En fait, on est dans un paradoxe, une injonction paradoxale. Tout le monde est d'accord pour dire qu'on gère des situations de plus en plus complexes et on devrait donc intégrer les réponses. Et on fait l'inverse, on continue à les segmenter. Tout à l'heure, je vous ai dit, en France, il y a 45 spécialités médicales. Ne vous trompez pas de spécialité. Ne vous trompez pas de médecin, hein, parce que si vous avez une verrue du premier orteil gauche et que vous allez voir le spécialiste de l'orteil droit, vous risquez d'être déçu. C'est compliqué. Et j'ai oublié de parler de la variable sociale qui implique d'autres professionnels. Alors, on pourrait se tourner vers l'OMS, qui, elle, a défini un plan 2013-2030. On est dans le plan d'action globale santé mentale et qui, si vous regardez, énonce la problématique qu'on évoque là. Hein, des personnes âgées ou des personnes handicapées vieillissantes atteintes ou non de troubles psychiatriques. On pourrait aussi regarder la HAS qui a établi un programme en 2021 sur la santé mentale et psychiatrie qui en dit un mot également. On pourrait regarder les recommandations qu'avait élaborées la FHF et la présidente CME de santé mentale en 2021 qui énoncent la nécessité de s'intéresser au vieillissement des personnes en situation de handicap ou atteintes de maladies psychiatriques. On pourrait surtout regarder ce qui se passe. Alors, vous allez tomber de très haut, parce que vous ne pensez pas du tout à ce pays. C'est un petit pays, le Luxembourg. Je vous invite à regarder le plan national santé mentale 2024-2028, page 82, vous serez interrogé. 6e champ d'action. Tout est dit. Il n'y a qu'à faire un copier-coller. Au Luxembourg. Alors, je sais qu'un certain nombre de personnes en situation de handicap vont en Belgique. Départ en Belgique. Et que tout est fait aujourd'hui pour éviter les départs en Belgique. Évitons les départs au Luxembourg des patients atteints de maladies psychiatriques vieillissantes. Ça nous guette. Alors des points positifs quand même. Je n'aurais pas terminé sur des points que négatifs. Il y a des signes d'espoir. C'est important pour les dépressifs, l'espoir. La désespérance. Stratégie nationale 2023-2027 pour les troubles neurodéveloppement. Ça donnerait presque envie d'avoir plutôt un trouble du neurodéveloppement qu'un autre problème. Tellement on y met beaucoup de moyens, 680 millions, pour alors, les TSA, les 10, les TDHA, TDI, tout est compris. Un accompagnement au vieillissement, voilà ce qui est écrit. Un accompagnement au vieillissement. C'est avec ça, ça clarifie bien les objets. 225 millions pour garantir une solution d'accompagnement à chaque personne atteinte donc, de ces troubles du neurodéveloppement tout au long de la vie. Et aussi la formation des professionnels qui va avec. Donc ça, c'est plutôt un signe positif. Et puis, il y a ce qu'on a regretté, parce que c'est peut-être pas complètement perdu. Je vous ai parlé tout à l'heure de la structuration du handicap. Le handicap, pourquoi il a un temps d'avance? Parce qu'il est doté de cette fameuse conférence nationale du handicap, créée en 2005. Eh bien, dans la loi du 8 avril 2024, c'est récent, là, la proposition de loi sur le bien vieillir, vous avez peut-être entendu parler, il y a dans l'article 1 le projet de créer, non pas une loi de programmation du grand âge, tout le monde l'a réclamé, mais n'est pas prévu, mais par contre, une conférence nationale de l'autonomie.
s'inspirant du modèle de la Conférence nationale du handicap, autonomie étant le terme un peu inverse de celui du handicap, au passage, tous les 3 ans, sous la présidence du président de la République, pour définir les orientations et les moyens financiers nécessaires au développement de cette politique. Décret d'application en cours de rédaction, la CNSA étant bien sûr l'administration la plus concernée par ce déploiement. Donc cette Conférence nationale de l'autonomie, peut-être, si elle a l'intelligence de se rapprocher de la Conférence nationale du handicap, parce qu'on aimerait quand même que ces mondes se rejoignent, c'est un peu ce que la CNSA défend aujourd'hui, hein, c'est de partir de l'autonomie plutôt que du handicap, de rassembler l'ensemble, l'autonomie étant l'objectif un peu plus visible et positif. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Alors, si j'ai encore 2 minutes, oui. 2 minutes. Il y a d'autres choses qu'on pourrait se dire. Bon, moi, je crois plus, si vous voulez, en l'IN et en lycée qu'en l'IA. Alors, je m'explique. Je crois plus en l'intelligence naturelle, à l'intelligence collective qu'à l'intelligence artificielle. Voilà. Je ne pense pas que c'est l'intelligence artificielle qui va nous sauver. Je vous le dis parce qu'aujourd'hui, quand on ne sait plus, il y a quelques années, c'était la télémédecine. On ne savait plus, donc on va faire de la télémédecine. Aujourd'hui, on va faire de l'intelligence artificielle. Donc je ne pense pas que l'intelligence artificielle va régler tous les problèmes auxquels on est confronté. Par contre, l'intelligence collective, sûrement. Je ne crois donc pas à l'IA, mais je crois aux IPA, aux infirmières en pratique avancée, dès lors qu'elles bénéficient d'une formation idoine dans le champ qui nous concerne. Et on est, nous, plutôt à défendre le principe d'IPA du grand âge plutôt que d'IPA par spécialité. Mentions telles qu'on les a envisagées jusqu'à maintenant, puisque, je ne veux pas me contredire, on est sur les approches syndromiques, complexité, et donc il faut des professionnels formés à la complexité. Ça serait le cas de ces IPA, grand âge. Ça a été un peu le cas des gestionnaires de Camaya qu'on a déconstruits pour des raisons qui m'échappent encore. Mais on est bien dans cette démarche, hein, toujours de définir à part les besoins de la personne dans ces différents domaines, le plan d'action de soins et d'accompagnement qui doit en résulter. Attractivité des métiers, parce que ça c'est un maître mot aujourd'hui. Vous ne pouvez pas aller à une réunion sans qu'on vous parle de l'attractivité des métiers. Donc moi je pense que on ne se trompe pas quand on dit qu'il faut plus de moyens, ça c'est une évidence, qu'il faut rémunérer autrement ces métiers, ça c'est clair aussi, mais je pense qu'on ne va pas assez loin et qu'il faudrait revoir aussi nos référentiels métiers et la définition des tâches qu'on assortit aux métiers. Cette segmentation des tâches par métier, je ne parle pas des médecins uniquement là, hein, je parle de tous les professionnels du soin, n'est plus adaptée à la situation de complexité, donc il faudrait revoir nos maquettes. Je dis souvent qu'une aide-soignante est une soignante à part entière, et pourtant elle s'appelle une aide-soignante. Alors est-ce qu'elle est vraiment une soignante? Je sais pas. Les mots ont parfois des surprises comme ça. Voilà, et puis pour terminer, le dernier message que je voudrais faire passer, c'est qu'il faut, pour garder un peu un optimisme, c'est nécessaire, il faut transmettre, alors parler de transition, transformation, transmettre, et transmettre, c'est transmettre d'abord ses convictions, transdisciplinarité, c'est-à-dire il faut passer le message aux autres disciplines. Il faut que nos disciplines, qui sont parfois trop segmentées, s'ouvrent aux autres. On parle de psychogériatrie, parfois de gérontopsychiatrie. Bon, finalement, quand on hésite sur les mots, c'est qu'on ne sait pas. Moi, je me suis toujours méfié des traits d'union, de toute façon. Tous les termes avec des traits d'union, médico-social, je ne sais plus ce que ça veut dire non plus. Donc, il faut supprimer les traits d'union. C'est une parenthèse. Et un point d'exclamation. Et finalement, je ne sais pas, ça ne marche pas apparemment, votre affaire. Voilà, donc moi j'ai transmis le bâton de relais à quelqu'un qui est là sur la photo,
qui est aussi dans la salle, et qui est une personne que j'ai connue plus jeune. Elle était plus jeune, moi aussi d'ailleurs, quand on s'est connus. Et d'ailleurs, on avait le même temps de différence d'âge. Le temps passe de la même façon pour tout le monde, c'est plutôt rassurant. Et Stéphanie, à l'époque, était interne en psychiatrie. On a réussi à la convaincre qu'il fallait qu'elle vienne un peu en gériatrie. On a commencé subrepticement. Puis finalement, elle est tellement venue en gériatrie qu'elle est devenue gériatre. Et maintenant, elle est gériatre et psychiatre. Voilà. Et donc, ça, c'est un moyen sûrement de faire bouger aussi les lignes de nos spécialités. Et l'étape suivante, mais c'est une option en cours d'étude, c'est le clonage de Stéphanie. Mais là, pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. Je vous remercie de votre attention. Voilà. Merci beaucoup, Claude, pour cette merveilleuse conférence sur laquelle je n'ai pas la prétention de tirer l'exégèse tellement des choses importantes, transversales et intégratives ont été dites. Avant de céder la parole à la salle pour quelques questions, c'est vrai que ce que vous soulignez, c'est un petit peu arriver à réussir un petit peu l'inconciliable. Parce que on parle de filières qui sont très transversales. La santé mentale est transversale, la gériatrie est transversale, le handicap est transversal, et il va falloir intégrer tout ça en ne retombant pas dans la segmentation des spécialités telles que nous l'avons connue et par laquelle nous avons été formés. Je me souviens, quand on passait l'internat, on avait les 44 spécialités à bosser, et puis c'était bien cloisonné, avec parfois des contradictions de l'une à l'autre, mais peu importe. Donc comment ne pas retomber là-dedans, trouver un modèle intégratif. Probablement, vous évoquez une piste, et il y en a d'autres. C'est vrai que il faut probablement des métiers qui sont habitués à la complexité, des métiers qui sont capables de faire des traits d'union, d'accord, qui ne se revendiquent pas forcément que gériatre ou que psychiatre ou que MPR, mais qui ont la capacité de marier, d'accord, de tirer l'essence la meilleure, les carburants les meilleurs de ces filières très transversales. C'est vrai que c'est un challenge, et c'est vrai que, je terminerai juste sur cette remarque, lorsqu'on regarde l'organisation de nos soins hospitaliers, on en est très très loin, parce que quand une personne âgée qui a un handicap, qui est vieillissant, arrive aux urgences, on le vit tous. Bon, c'est un petit peu, disons-le, la course à l'échalote entre quel SP va bien vouloir s'en occuper, quel service va bien vouloir le récupérer. Non, c'est pas à moi, c'est à toi de le prendre, d'accord. Et bien entendu, le perdant là-dedans. Et je crois que ça témoigne aussi de la segmentation de nos organisations hospitalières. Le perdant, c'est l'usager lui-même qui, quelque part, se voit disputer, d'accord, entre des spécialités qui ont besoin véritablement de partager, d'offrir, d'accepter avec humilité, de donner un peu de ce qu'elles savent pour mettre en commun au bénéfice du soin. Bon, ça, c'est juste une remarque très, très générale. Il nous reste quelques minutes. Oui, si vous voulez bien intervenir. Je ne sais pas s'il y a un micro. Madame. Je suis toujours étonnée du fait qu'en fait, les hôpitaux n'ont pas de plus de lits de services aigus en gériatrie. Parce qu'en fait, et quelle est la notion aussi? On parlait d'un gériatre aux urgences, en vacation, comme il y a des psychiatres aux urgences en vacation. Qu'en est-il? Alors, les gériatres aux urgences, en général, c'est souvent via les équipes mobiles. Donc, ça fait partie des missions des équipes mobiles de gériatrie, d'être aux urgences pour évaluer les situations qui justifient une orientation de la personne vers un service de gériatrie ou d'éviter l'hospitalisation, parce qu'il y a des indications d'hospitalisation qui ne sont pas appropriées. Donc c'est là où on attend le gériatre aux urgences. Après sa mise en œuvre, c'est soit via l'équipe mobile, soit il y a quelques urgences qui ont des gériatres
un gériatre dans leur équipe. Ça peut se voir aussi. Ça dépend des établissements. Après, le capacitaire, ce que vous évoquez en premier, je pense qu'en termes de capacitaire, on a un problème majeur. Les filières gériatriques, on peut dire que la circulaire les a déployées, il y en a quasiment partout, mais elles n'ont pas le format suffisamment adapté partout. Voilà. D'autres remarques qui souhaitent rebondir là-dessus? Peut-être dire que, je ne l'ai pas dit, ce qu'on essaye, parce que c'est en cours et il faudra donner encore un peu de temps au temps, à mettre en place à Montpellier avec ce que fait Stéphanie, c'est, elle le fait depuis plusieurs années, hein, c'est aussi de se tourner vers le monde du handicap, qui est quand même un peu absent, et d'aller proposer notre boîte à outils, qui est l'évaluation gériatrique, recherche d'une fragilisation, par exemple, auprès des personnes en situation de handicap qui sont dans les structures du handicap, EAM, etc. Ça, c'est quelque chose un peu encore différent que la gestion des malades psychotiques, enfin, connus de la santé mentale. C'est toute la difficulté. Hein. C'est comment on différencie les personnes venant du champ de la santé mentale. On prend des schizophrènes, par exemple, qui avancent en âge et qui acquièrent des morbidités. Ça, c'est un profil de patient particulier. Pour moi, ils sont différents des personnes qui sont dans le champ du handicap. Alors, il y a parfois des schizophrènes dans le champ du handicap aussi, et qui ont des déficiences mentales chroniques, qui évoluent selon une cinétique plus ou moins différente, et qui peuvent aussi, eux, acquérir des morbidités parce qu'ils avancent en âge. Vouloir mettre toutes ces situations dans le même boîte, c'est pas la bonne réponse, clairement. Il faut respecter quand même les situations. Alors c'est en quoi on a besoin quand même d'une approche un peu nosographique, quand même. Oui. Alors, merci pour toutes ces pistes de réflexion que vous avez données. Moi, je voudrais vous poser une question à vous, parce que ça fait longtemps que je me la pose, cette question. Comment vous définissez la santé mentale? Parce que, vous voyez, vous avez parlé de 3 ports d'entrée, le handicap, la santé mentale, le vieillissement. Et tout ça, c'est une porte d'entrée dans un tout, dans laquelle la santé mentale est importante, aussi pour le handicap, le vieillissement. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Oui, on s'entend bien. Et cette définition de la santé mentale, j'ai du mal à en trouver une qui me convienne vraiment. Est-ce qu'elle est... S'il fallait résumer très brièvement, d'abord, la psychiatrie n'est qu'une partie de la santé mentale. Déjà, c'est ce qu'il faut comprendre. La psychiatrie est le versant pathologique de la santé mentale qui peut se manifester par des troubles, des maladies, des disorders, peu importe, d'accord, et qu'on connaît habituellement. Or, aujourd'hui, le challenge, mais c'est vrai pour toutes les spécialités, c'est l'axe de la prévention. Comment faire pour concourir à ce qu'un individu donné, quel qu'il soit, quelles que soient ses autres comorbidités, ait une avancée dans la vie, psychiquement, positive, épanouissante, agréable, productive. Donc on est tous concernés, la santé mentale est l'affaire de tous, parce qu'on est tous concernés par notre santé mentale positive, je le souhaite avant tout, d'accord. En tout cas, c'est ce qu'on veut promouvoir. Et c'est vrai, comme le précisait le professeur Claude Jandel, on a besoin de sortir du champ de la psychiatrie habituelle, sectorielle, comme on la pratique habituellement, ou même d'établissement libéral, pour toucher davantage au champ du handicap, d'accord. Et bien entendu, comment faire évidemment en termes de prévention pour éviter ou l'occurrence des maladies de handicap, ou du moins leur aggravation. Et c'est vrai que, alors sur ce point de la psychiatrie, moi je suis psychiatre, bon, je suis le premier à reconnaître qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. Pourquoi? Parce que un des avantages de la psychiatrie, depuis, on va dire, 30 ans, 40 ans, l'espérance de vie des malades atteints de pathologies psychiatriques chroniques a gagné 10 ou 15 ans en 40 ans. Ça veut dire qu'ils vivent presque
presque aussi vieux, d'accord, qu'une population générale qui aurait d'autres affections. Oui, mais donc ils acquièrent évidemment d'autres pathologies, ils acquièrent des handicaps, ils acquièrent des difficultés d'adaptation, et il faut qu'on sorte véritablement de notre champ strict de la psychiatrie pour les prendre en charge. Et trisomique 21 aussi. Trisomique